Donc, la gratuité. Alors, la gratuité, je vais vous en parler un petit peu. Après, je rentre plus dans le concret du WIC, mais je vous parle un petit peu du fait que ce soit gratuit. Alors, il faut aller au-delà de ça. Il n'est pas juste gratuit. Il est libre. Je ne dis pas open source. Alors, il y a un gros débat, open source, logiciel libre, gratuit, tout ça. Il est libre. Libre, ça veut dire quoi? C'est ce qui est là. Ça veut dire d'abord choisir une licence pour protéger l'outil, pour qu'il reste libre, pour que, il n'y ait personne qui puisse se dire « Tiens, c'est vachement bien, je vais le prendre, je vais le mettre dans mon application à moi, et je vais le vendre, je vais mettre une armée de développeurs, parce que je sais que je vais gagner plein de pognon, et du coup, avec mon armée de développeurs, on va faire un truc mortel, le petit Duduf, on va le couler, il va arrêter de faire ses trucs gratos, et puis moi, je vais me faire du pognon. » Donc il faut une licence pour éviter ça. Il faut une licence d'utilisation. Comme n'importe quel logiciel, vous acceptez la licence quand vous l'installez. Sauf que la licence, elle est particulière. Vous en avez peut-être déjà entendu parler de ces licences-là. C'est ce qu'on appelle la General Public License, GPL. En fait, c'est une licence qui protège la liberté d'utilisation du logiciel, justement. Et en conséquence, sa gratuité. Mais en fait, c'est pas lié le fait qu'il soit gratuit, c'est une conséquence de ce choix-là. Qui était un choix qui est pas évident à faire, en fait. Ça demande à réfléchir. C'est un truc où on se dit au début, tiens, est-ce que je vais pas me faire voler mon outil? Parce qu'en fait, elle dit quoi, cette licence? Elle garantit 4 libertés à l'utilisateur du logiciel. Et moi, j'ai choisi ça parce qu'à mon avis, tous les logiciels, ils devraient fonctionner comme ça. Et au-delà du logiciel, on devrait l'étendre à tout ce qu'on utilise. Les 4 libertés, la première, elle paraît logique. C'est la liberté d'utiliser le logiciel comme on en a envie pour n'importe quel usage. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser du WIC pour envoyer des gens dans l'espace, si vous y arrivez, je m'en fiche de ce que vous faites avec, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Ça veut dire aussi qu'il ne va pas être protégé, et qu'on ne va pas vous forcer à l'utiliser uniquement sur l'ordinateur que vous avez utilisé pour le télécharger. Ça veut dire que si vous utilisez un logiciel libre, vous pouvez le mettre sur n'importe quel ordinateur. S'il est prévu pour Windows et que vous allez arriver à le faire tourner sous Linux, tant mieux pour vous. On ne pourra pas vous l'interdire, on ne va jamais protéger ça. Ça, c'est votre première liberté qui est fondamentale pour moi, pour un logiciel, c'est de pouvoir en faire ce qu'on veut. Bah ouais, si on le possède, on peut en faire ce qu'on veut. Si vous réfléchissez à ça, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas des 3/4 des logiciels commerciaux qu'on utilise. La deuxième liberté, c'est la liberté d'étudier le programme lui-même, de mettre les mains dedans, autrement dit d'accéder au code source. Pour, comprendre comment il marche. Bah ouais, c'est pas inutile de savoir comment marche le logiciel qu'on utilise, ne serait-ce que pour vérifier si on est pisté, si on nous vole nos données personnelles et compagnie. Et du coup aussi de pouvoir le modifier. Et moi ça me paraît fondamental aussi, sur un logiciel, c'est pour ça le choix de WIC aussi, c'est que celui qui connaît un tout petit peu le code, je m'en fiche s'il va modifier du WIC. Au contraire, personnalisez-le. Voilà, je vais arrêter les mots avec trop de syllabes parce que... personnalisez-le autant que vous voulez, mettez les mains dedans, vous avez le droit de le modifier. Ça, c'est une liberté garantie aussi. Même chose, les 3/4 des logiciels commerciaux que vous utilisez, essayez d'obtenir le code source pour le modifier, pour personnaliser votre truc et l'utiliser comme vous avez envie. Je pense qu'on va un peu vous envoyer balader. Et les deux dernières libertés qui sont garanties par cette licence-là, et finalement, c'est ces deux-là qui font qu'on est obligé de le distribuer gratuitement. Je pourrais le vendre si je voulais, sous licence libre, mais en fait, les deux dernières libertés, je me tirerais une balle dans le pied, parce que les deux dernières libertés, c'est la liberté de distribuer des copies de votre logiciel. C'est-à-dire que si vous téléchargez du WIC, vous avez le droit de le redistribuer à qui vous voulez. Vous pouvez ouvrir votre site internet pour distribuer du WIC vous-même, je m'en fiche, vous avez le droit. Et la liberté de distribuer vos versions modifiées. Si vous faites, c'est ce qu'on appelle un fork. Comment on traduit ça? Un fork. Une fourchette? Bon, bref, une version modifiée, quoi. Une autre version, c'est un peu ce qui s'est passé, si vous connaissez OpenOffice. Il y a aussi LibreOffice maintenant à côté, donc deux logiciels de bureautique open source, libres comme cela. LibreOffice, en fait, c'est justement un fork de OpenOffice, parce que les développeurs n'ont pas réussi à s'entendre, il y en a la moitié qui se sont cassés et qui ont repris le projet à leur sauce. Voilà, vous avez le droit de faire ça avec du WIC, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire votre version à vous du WIC, et la redistribuer comme vous voulez. Et donc, comme n'importe qui peut redistribuer, ben, le vendre, ça aurait été con, parce que du coup, je suis sûr qu'il y a un autre gars qui l'aurait pris et qui l'aurait filé gratos. Donc c'est lui qui aurait eu tout le succès, et puis moi, j'aurais été comme un con avec mon truc à dire « Ah non, mais c'est que 5 €, achetez-le s'il vous plaît ». Ben non, il est sous licence libre, n'importe qui peut l'obtenir par ses propres moyens, donc ça sert à rien. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai retrouvé du WIC sur des sites de torrent. Alors ça me fait délirer, quoi. Le truc, il est gratuit, et il y a des pirates qui le mettent en torrent, télécharger gratuitement du WIC. Bah ouais, c'est le principe. Bon.
Voilà, donc sur le choix de ces 4 libertés, pour moi, c'était vraiment important. Autant les 2 dernières, elles ne sont pas évidentes. Quand on distribue le truc, on se dit, mais on va se le faire voler et tout. En fait, la décision, ce qui m'a décidé, c'est tout simple, c'est que cette licence-là, elle garantit ces 4 libertés. Et du coup, elle impose aussi, pour que ça soit respecté tout le temps, que les gens qui redistribuent n'ont pas le droit de le faire à des fins commerciales. C'est-à-dire que n'importe qui redistribue du X, s'il le modifie ou quoi, il n'a pas le droit de le faire sous une autre licence qu'une licence libre. Donc cette licence-là, elle me garantit que quiconque le réutilise le fera aussi gratuitement et le fera aussi sous licence libre, et que donc moi je pourrais aller piocher dans le code des gens qui feraient des éventuels modifs, et ça ne peut que faire améliorer le truc. Donc c'est vraiment ça qui m'a décidé. Et on ne peut pas me voler le code, évidemment, c'est protégé, on ne peut pas me le voler dans le sens où on ne peut pas se l'approprier. Le principe d'un logiciel libre, c'est de citer les contributeurs, c'est la moindre des choses, de dire qui a fait quoi dans le code. Et donc voilà, moi c'était plus ça qui était important que le fait de se faire du pognon dessus, quoi. Donc voilà, une licence libre pour un monde meilleur. Donc la licence libre, c'est une parenthèse, ces licences-là, alors c'est des textes juridiques, hein, ça fait 100 pages, j'en sais rien, c'est des trucs illisibles, hein, que tout le monde accepte sans les lire, hein, c'est ces trucs-là avec plein de petits caractères. Je leur fais un peu de pub parce que c'est une fondation géniale, la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre, qui a des branches maintenant un peu partout dans le monde. C'est les mecs qui défendent le logiciel libre et qui ont écrit cette licence GPL. Il y en a d'autres, hein, des licences libres, vous en connaissez peut-être. Et donc cette fondation-là, qui fait un énorme travail de défense du logiciel libre, c'est par exemple eux qui sont à l'origine du projet GNU. Le projet GNU, c'est ce qui a permis aussi de faire le système d'exploitation Linux derrière. Autrement dit, c'est ce qui fait fonctionner vos Freebox, les Boeing, votre téléphone Android, tout ça, sans GNU, ça n'existerait pas. D'où la puissance du logiciel libre. Voilà. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Donc mon choix, il a été éthique. En fait, il y a 4 grandes raisons qui ont fait que j'ai fait ça sous licence libre et gratuite. La première, c'est parce que j'aurais été incapable de le vendre techniquement. La première raison qui a fait que j'ai filé le truc gratuitement, avant de me poser toutes ces questions-là, c'est que je me dis, si je veux le vendre, il faut que je fasse une page de paiement sur Internet, je connais que dalle web, il faut que je le protège, il faut un système de licence, de clés, il faut éviter que les gens le piratent, sinon ça sert à rien. Et en fait, le vendre, je crois que ça m'aurait coûté plus cher que ça m'aurait rapporté. Mine de rien, c'est hyper compliqué de vendre un truc. C'est tellement plus facile de le donner. L'autre raison, c'est le partage. Alors c'est un bien grand mot, ça paraît super altruiste et tout, mais en fait je me suis dit un truc tout con. Duvik, pour le faire, j'ai ouvert d'autres scripts. J'ai utilisé des expressions d'autres gens, j'ai regardé comment faisaient d'autres gens pour comprendre comment ça marchait et tout. Ça aurait été malhonnête de fermer le code et de ne pas renvoyer l'ascenseur. Ça aurait été, à mon sens, hein, c'est mon avis, alors on peut en débattre, vous n'avez peut-être pas le même avis que moi, mais ça aurait été malhonnête de dire, non, moi j'ai pioché partout, par contre mon truc, je le vends, non, je montre à personne, c'est à moi. Bon, moi j'aurais trouvé ça, je voulais pas faire ça, quoi. C'était vraiment un moyen de dire, non, on va partager, et comme ça l'outil est mieux. Je me suis basé sur des trucs existants, je les ai améliorés, et puis j'espère qu'un jour quelqu'un prendra le relève sur Duvik, et l'améliorera encore, que je ne vais pas rester tout seul sur ce projet-là, et du coup ça améliore, le but étant quand même de faire des films, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas développeur à la base, ce que j'ai envie c'est de faire des films chouettes et de façon pratique et facile, et Duvik c'est mon outil pour faire ça, et j'ai pas envie de perdre du temps à faire Duvik, au final si quelqu'un d'autre veut prendre le relais, je file le relais sans souci. Il y a une des raisons importantes aussi sur le fait de faire Duvik libre et gratuit. 2 raisons. Il y en a une dont j'ai déjà parlé en parlant de la bande démo et tout ça, c'est que moi, ça me fait de la notoriété. Franchement, c'est génial. Ça sert à rien d'essayer de gagner de l'argent. La notoriété, ça apporte du travail. C'est ça qu'on a envie. On a envie de faire des films, on a envie d'avoir des clients, on a envie de... voilà, ça m'a apporté plein de contacts, plein de travail, donc pas de souci de ce côté-là, c'est quand même plus simple que de vendre. Et puis il y a une raison aussi qui est un peu plus vicieuse, c'est que je l'ai fait par provoque. Parce que justement, il y a assez peu de trucs libres et gratuits, en tout cas dans notre domaine. Il y en a beaucoup, on connaît tous Firefox, on connaît tous OpenOffice, on connaît tous Linux, au moins 2 noms. Tout ça, c'est du libre, ça s'impose, quoi. Mais c'est des mecs qui brassent des millions. Le libre, c'est pas l'absence d'argent, hein. Les fondations Mozilla et tout ça, ils ont des millions d'euros ou de dollars à utiliser pour développer leurs trucs, de plein de manières différentes. Mais donc voilà, il fonctionne. Moi, j'avais rien du tout.
Et je voulais montrer que c'était possible, en fait. C'était un peu de dire, non mais vous avez vu, on n'est pas obligé de vendre tout ce qu'on fait. C'était une démarche vraiment pour montrer une vision des choses, qui est la mienne, de dire, bah non, mais pourquoi on vendrait tout ce qu'on fait? Est-ce que j'ai besoin de le vendre alors que je gagne ma vie? Je me suis dit, bah non, j'ai pas besoin en fait. Du coup, j'ai provoqué. C'est une démarche politique en fait, de le filer gratuitement. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va aller se battre dehors. Si on parle politique, on va se battre ailleurs, quoi. Ça ne sert à rien de le faire ici. Mais enfin voilà. Non, honnêtement, c'était vraiment une façon de montrer ma vision des choses à moi, quoi. Le problème, c'est ça. C'est que ça prend un temps fou et que ça coûte des sous. Donc c'est bien gentil de le faire gratuitement, mais il y a un moment, l'altruisme a ses limites quand même. Je ne vais pas me ruiner pour prouver mon propos. Ce serait en plus, ce serait pas logique, puisque justement mon propos c'est de dire on peut le faire gratuit et vivre quand même. Le problème c'est que voilà, il y a énormément de temps de développement. Ça c'est le truc évident. Je bosse sur le script, mais il y a plein d'autres trucs qui coûtent cher, qui coûtent du temps, qui coûtent le support. Alors le support, vous n'imaginez pas la quantité de questions que je reçois par mail quotidiennement sur l'usage de Duik. Alors des trucs très énervants de gens qui n'ont pas du tout lu la documentation, qui n'ont pas été chercher sur le forum et qui me posent des questions de débutants, et à chaque fois j'ai envie de leur dire ouais mais bon, allez, lis la doc avant de m'envoyer des questions, j'ai pas le temps. Du coup je vous le dis, hein, si vous avez une question à me poser, lisez la doc d'abord. Donc le support ça prend un temps fou. Écrire la doc justement, parce que je peux pas dire bah, lisez la doc d'abord s'il n'y a pas de doc. C'est con, mais écrire la doc c'est vachement long aussi. En plus il faut qu'elle soit un minimum compréhensible, sinon forcément ça sert à rien. Le problème c'est qu'aujourd'hui en 2015, lire une doc, les gens ça les fait chier, ils préfèrent des vidéos, des tutoriels, donc bah ouais, il faut que je fasse des tutoriels quoi. Alors ils sont toujours pas faits, mais c'est prévu. Ça prend un temps fou aussi de faire des tutoriels, gratuits qui plus est. Et puis l'hébergement web, bah ouais c'est con, mais quand on a 822 téléchargements par jour, il faut payer l'hébergement, il faut payer la base de données derrière, il faut payer tout ça, ça coûte des sous, et donc tout ça il faut le financer. Pour le financer, bah, il faut déjà savoir combien ça coûte. Il faut évaluer tout ça. Et là, alors, on a eu le débat longtemps, Sébastien il sait de quoi on parle, on a eu le débat sur le forum de Motion Café dont je parlais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai écrit un article de blog, peut-être que vous avez lu ou pas, à ce propos-là. Comment évaluer le coût d'un logiciel? Pour moi, il y a deux démarches. Le coût global, c'est-à-dire que d'un côté, je vais me mettre là, je vais me mettre en face, comme ça je fais curseur. D'un côté, on va essayer de se dire, bon, bah, pour faire le logiciel, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Bah, c'est écrit là. Du 15, 2 mois de travail à temps plein, 6 000 euros. On parle en brut, hein. Je ne gagne pas 3 000 euros net par mois. J'aimerais bien. Écrire les guides utilisateurs, 1 500 euros. Faire composition, la maquette. Bah ouais, parce que j'ai payé des gens pour mettre en page le truc, c'est pas mon boulot, InDesign. Alors j'aime bien, c'est rigolo, mais 5 minutes quoi. C'est quand même plus fun After Effects. Bah voilà, 800 euros pour payer des gens pour faire la maquette des documents. L'hébergement web, j'en parlais, qui me revient à peu près à 200 euros par an. Ce qui fait donc un total de 7 000 euros. 7 000 euros sans le support, sans les tests, parce qu'il faut vérifier que ça marche. Sans les tutoriels, sans la communication pour faire connaître l'outil, parce que si tu fais un outil et que personne l'utilise, c'est un peu dommage, autant essayer de communiquer un peu dessus. Et donc si on additionne tout ça, j'estime en gros à la louche, parce que c'est très difficile à estimer, à 15 000 euros, plus les 1 500 euros que m'a coûté l'événement auquel vous êtes aujourd'hui. Donc en gros, on arrondit à 15 000 euros. Ça, c'est le coût du logiciel. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Le coût du logiciel, j'essaie d'estimer, ben voilà, combien de temps ça m'a pris. Et du coup, le but, il n'est pas de le vendre, il est de couvrir ces frais-là. Si j'arrive à couvrir ces frais-là, j'ai réussi à prouver qu'on pouvait le faire gratuitement, puisqu'il y a mon salaire qui est compris là-dedans. D'accord ? L'autre côté, c'est de se dire, ben non, on va estimer combien les gens sont prêts à payer pour l'utiliser. Donc ça, c'est la logique commerciale habituelle pour un logiciel. Bonjour, je m'appelle Autodesk, j'édite 3D Studio Max. Vous êtes prêt à mettre 6 000 euros dans votre licence? Eh ben, on va vous vendre 6 000 euros. J'ai fait un calcul tout bête. 5 euros pour chaque copie de Duik vendue, j'aurais gagné minimum 100 000 euros. Autrement dit, je serais riche. Et en fait, je ne me sentirais pas bien du tout. Parce que, en regard des 15 000 euros que ça m'a coûté, je me retrouverai avec, je dis pas de conneries, 85 000 euros dont je ne saurais pas quoi faire. D'accord ? Bon, enfin, si, je saurais quoi en faire. Hein. En vrai, il n'y a pas de souci, je sais quoi en faire.
Mais voilà, je me serais senti malhonnête, honnêtement, je me serais senti malhonnête, je me serais dit, bah non, enfin, cet argent-là, je ne l'ai pas gagné, enfin, je fais rien d'autre que de mettre un truc en ligne et l'argent, il tombe tout seul, j'aime pas, c'est pas dans mes principes. On en reparlera, hein, j'ai beaucoup lu Marx, je pense que vous avez deviné. Mais moi, ma façon de faire les choses, c'est de dire, bah, ma rémunération, elle vient par rapport au travail que je fais, quoi, tout simplement. Et du coup, quand le décalage est trop grand, ça me plaît pas trop. Donc j'ai complètement abandonné cette idée-là et je l'ai fait gratuit parce que le vendre 5 centimes, ça aurait été un peu ridicule. Je n'allais pas dire aux gens, non mais allez-y, galérez, payez 5 centimes. En plus, sur PayPal, tous les dons de moins d'1 €, je touche à rien du tout, tout va dans la poche de PayPal. Alors ça, c'est génial, je vous le dis. Je me suis rendu compte de ça, quand on fait des dons sur PayPal, sur mon site internet, il y a un truc de don. Quand vous faites un don de moins d'1 €, moi je touche à rien. Vous faites votre don à PayPal, parce qu'ils font une commission d'1 €. Merci les mecs. Donc ça arrive, hein, des fois, c'est sympa, je vois, machin, vous avez fait un don d'1 €. Ah bah cool. Merci. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on sait la valeur, eh ben, on réfléchit à comment on fait... Hop, ça c'est fini. Comment on fait pour... J'ai sauté une diapo. Hein. Ouais. Comment on fait pour couvrir ses frais? Donc on avait vu qu'on était en gros à 15 000 €. Moi je l'ajoute transparent, complètement honnête. Je vous ai dit, il y a un formulaire de don sur mon site internet. Voilà ce que j'ai gagné ces 2 dernières années. De toute façon, il y a 2 ans, je ne suis pas sûr qu'il y avait le formulaire. Je ne me souviens plus quand j'ai mis. Donc 2 000 € en 2014, 3 000 € en 2015. Donc c'est plus parce qu'il y a la sortie du VIC 15. Donc forcément plus de visites, un peu plus de dons. On est loin des 15 000 € nécessaires pour que je rentre dans mes frais dans le temps que je passe sur l'outil, vous voyez. Voilà, donc il fallait trouver une solution. En plus, ça, je me suis renseigné au fisc. Alors si vous voulez savoir, les dons de particulier à particulier, on n'est pas obligé de les déclarer. Donc tant qu'on ne les déclare pas, il n'y a pas de souci. Si le fisc se rend compte qu'on a reçu des dons, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien, c'est juste que donc ils régularisent la situation au moment où ils l'ont découvert. Et donc les dons entre particuliers, quand il n'y a pas de lien de parenté, qu'il n'y a rien, que c'est des gens qu'on ne se connaît pas, c'est taxé à 60%. Donc, du coup, j'espère qu'ils ne vont jamais les trouver. Donc les dons, ça ne suffit pas. Autre solution pour financer le truc, la pub. Alors la pub, je vous l'ai dit, moi je ne veux pas traquer les gens, donc c'est hors de question. Et puis j'ai pas envie de rendre le site internet complètement moche. J'ai déjà suffisamment galéré à le faire pas trop moche. J'ai pas envie qu'il soit super moche. Vous voyez, donc pas de pub. Name your own price. Alors ça c'est un principe en français, ce serait choisissez votre prix. C'est très utilisé sur le site avscript.com, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est pas mal comme idée. C'est que l'utilisateur, en fait, il choisit le prix de l'outil. Et il peut mettre 0 € s'il veut. Ça me dérange un petit peu. Parce que ça fait, si je reviens à la façon dont on évalue le prix d'un logiciel, ça ramène encore une fois le curseur du côté, c'est l'utilisateur qui paye ce qu'il est prêt à payer pour l'outil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on remet le côté je paye mon usage, mais ce n'est pas forcément en rapport avec ce que ça coûte réellement en termes de développement. Et du coup, ça me gêne un petit peu, même si c'est une solution qui paraît inintéressante. L'autre problème, c'est ma fameuse licence libre, parce que rien n'empêche un utilisateur derrière de le filer gratuitement de toute façon, ailleurs. Du coup, face à un gars qui va le distribuer gratuitement, moi, avec mon choisis ton prix, au final, est-ce que ce serait vraiment utile? Je ne sais pas. Et je suis obligé de faire ça, puisque mon choix de licence m'impose de laisser les gens le distribuer comme ils veulent. L'allocation, alors là, l'allocation, on laisse tomber. La liberté d'utiliser le programme comme on veut est complètement incompatible avec la location d'un logiciel. Je ne vais pas imposer à mes utilisateurs de dire « Non, mais tu n'as pas payé ce mois-ci, tu ne fais pas ton anime. Tu as une livraison demain, c'est ton problème. » Non, ça non. Donc, en réfléchissant, je me suis dit « crowdfunding. Crowdfunding, c'est génial. C'est pour l'instant la meilleure solution que j'ai trouvée. Parce que, d'abord, on récolte l'argent qui manque. Vous voyez, j'ai 3 000 € dedans par an. En combien j'avais mis? 45 jours, 30 jours, je ne sais plus. Enfin, la durée du crowdfunding, j'ai récolté 7 175 € pour être précis. Ça, c'est génial. C'est pas du don, c'est du préfinancement. C'est-à-dire que ma vision du truc, c'est pas que les gens ils ont payé le prix de l'outil ou quoi, c'est que j'ai dit aux gens, voilà, on a un outil, on va tous l'utiliser et il va être gratuit. Il ne sera jamais payant et tout ça. Est-ce que, pour que l'outil voit le jour, vous êtes prêt à le financer? Est-ce qu'on est prêt à le financer tous ensemble?
Et j'adore ce concept, en fait, de se dire, bah, il y a une communauté d'utilisateurs, et on va tous mettre un petit peu de notre poche, y compris moi, pour financer le truc dont on a tous besoin. Et en contrepartie, bah, juste il est gratuit, il est libre, on le donne à tout le monde. Donc ça, pour moi, quand je l'ai fait, je me suis dit c'est la solution idéale, c'est génial. Effectivement, ça m'a permis en gros de couvrir les frais que j'ai sur le développement du Wik. Quasiment, hein, vous avez vu, j'avais estimé à 15 000 €, bon c'était à la louche. Là, ça, plus les dons, on est à 10 000 sur l'année, plus les dons de l'année d'avant, vous voyez, on se rapproche à peu près du truc. Donc ça prouve que faire du logiciel libre, c'est viable. Déjà, ça c'est génial. Je suis très content de pouvoir prouver ça et de vous le dire. Un logiciel libre, c'est viable, à condition qu'il soit utile, évidemment. J'ai une petite frustration. J'ai une petite frustration quand je compare le nombre de gens qui ont aidé au nombre d'utilisateurs. Parce que je me dis que 258 personnes qui ont filé 28 € en moyenne, en fait, j'aurais aimé avoir 7000 personnes qui filent 1 €. Très honnêtement, c'est ma frustration. Après, c'est des choses... je continue la réflexion sur comment on peut faire pour pousser mon système jusqu'au bout et essayer de trouver un système éventuellement encore meilleur, de dire, bah voilà, j'aimerais bien, moi, que tout le monde file 1 € et pas que 250 personnes filent 20 ou 30 €. Donc c'est des choses, je suis ouvert à la réflexion, et si vous avez des idées, on en parle quand vous voulez. Je trouve ce débat-là très intéressant, et on l'a pas souvent, et du coup, j'aimerais bien le continuer. Ce débat-là, j'ai déjà un petit peu eu. Du coup, il y a 2 autres solutions qui sont sorties dans les discussions suite à mon post de blog qui parlait un peu de tout ça. La première, c'est patreon.com. Ouais, je fais ça bien. C'est un exemple, c'est une plateforme. En fait, c'est intéressant, c'est un truc pour les artistes à la base. Justement, pour répondre à ce problème-là, un artiste... bah, il n'a pas forcément un revenu régulier et tout ça, mais c'est bien qu'il fasse de l'art. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme nos cotisations pour le CNC, sauf qu'il n'y a pas ça dans tous les pays. Vous savez, on cotise, enfin les chaînes de télé cotisent et compagnie, pour des institutions comme le CNC, et puis le CNC reverse l'argent pour financer les longs métrages, des courts métrages, des machins. Et du coup, c'est ça, c'est de dire, bah, comme personne ne veut payer vraiment directement, ou que ça rapporte pas assez de faire du film, mais qu'on décide que c'est utile d'avoir des films, qu'on veut faire en sorte que des films se fassent, on propose aux gens de cotiser régulièrement, et en échange, on file l'argent aux gens qui font les films, et comme ça, les films continuent à se faire, et les gens qui font les films, ils sont payés. Ça, c'est un peu le même délire. En fait, c'est une plateforme qui propose aux gens, aux particuliers, de filer 1 €, 2 €, 3 €, 10 € par mois à un artiste de leur choix, ou en l'occurrence à un développeur. Et comme ça, le développeur, il s'assure un revenu. En fait, en quelque sorte, le site se présente comme si le développeur avait 150 patrons qui lui filaient tous une toute petite partie de son salaire. Et du coup, c'est un don quasiment tous les mois. Et en échange, le mec s'engage à faire une œuvre d'art régulièrement ou développer son logiciel ou ce qu'on veut, quoi. Donc il y a ce système de dons réguliers, et il y a aussi un système sinon de dons à chaque œuvre d'art, à chaque nouveau logiciel. C'est-à-dire que si je finis une nouvelle version du Wik, du coup, il y a automatiquement un appel aux dons à tous les gens qui sont inscrits sur le site. Ou alors, même, je crois que ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que les gens, ils acceptent que le don parte automatiquement. Donc ça, c'est une des solutions à laquelle je réfléchis. Après, si je suis indépendant, c'est pour éviter d'avoir un patron. Du coup, l'idée d'avoir 150 patrons, je ne suis pas à donf, en fait. Sinon, une autre idée qu'on a eue, et alors là, appel aux volontaires. Je ne sais pas si vous connaissez le site donc aescript.com, qui est un site qui distribue énormément d'extensions pour After Effects, en script et en plugin maintenant. Donc c'est un site de vente, en fait, c'est tout con, hein, c'est une plateforme, les gens ils mettent leur extension, et puis elle est proposée soit à un prix choisi, soit ce que je disais tout à l'heure, choisissez votre prix, et tout est centralisé et tout ça. Et donc moi j'ai imaginé une plateforme où tous les outils sont sous licence libre et sont tous distribués gratuitement. Sauf que, avant que l'outil soit disponible, il y a une période de financement. Ce serait une espèce de micro-crowdfunding, c'est-à-dire que, exemple concret, je veux sortir une nouvelle version du Wik, je vais sur cette plateforme-là, je mets du Wik en ligne, je mets combien ça me coûte de faire du Wik, ou combien je veux gagner en salaire, et combien il faut pour faire la doc et tout ça. Comme ça, on affiche le prix, et on est dans la période de financement. Et donc les gens qui passent, ils filent 1 €, 5 €, 10 €, et pendant toute cette période-là, il n'y a rien. Juste l'argent, il est stocké par la plateforme. Et une fois que le but est atteint, on file la somme au développeur. Et là, le développeur, il développe l'outil et il s'engage à ce que l'outil soit disponible sous licence libre sur la plateforme elle-même une fois qu'il est fini. Comme ça, on est dans cette optique
très crowdfunding, de préfinancer l'outil. Et ce côté, on a une communauté qui va dire oui, cet outil-là, j'en ai besoin, oui, je le veux, j'ai envie qu'il se fasse, donc je file un petit peu d'argent. Pas grand-chose. Comme ça, on le finance tous ensemble. Et derrière, comme on l'a financé tous ensemble, on le distribue à tout le monde, y compris aux gens qui n'ont rien donné. D'accord ? Comme ça, chacun donne au niveau de ses revenus comme il veut. Ça, c'est mon idée. Jamais je le ferai parce que je ne vais pas m'engager dans le développement d'une nouvelle plateforme web et tout. En même temps, ça ne me semble pas inintéressant et ça pourrait être sympa. À la limite, pourquoi pas en parler directement à AEScript, puisque c'est le même genre de site. Enfin voilà, c'est une idée toute fraîche. C'est pareil, s'il y a des gens qui veulent en parler, juste après, pendant la pause café, ce sera génial. Voilà. Dernière solution qu'on a trouvée, il y a une boutique du hic à l'entrée de l'événement. Alors là, vous allez me dire, après tout ce qu'il a raconté, il va nous dire qu'il vend des trucs. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Non, c'est tout simplement parce que pour l'instant, l'événement, je ne suis pas rentré dans mes frais. J'ai payé de ma poche. Il y a vos 5 € de participation à tous. D'ailleurs, merci beaucoup. Ça couvre pas tous les frais de l'événement. Et en fait, on se dit comment on peut faire pour que ce soit sympa et tout ça, d'essayer de rentrer dans nos frais. Et du coup, on a fait un tapis de souris, un stylo, 3 t-shirts, la doc de Duic où j'ai une toute petite marge quand elle est vendue. Voilà, on propose tout ça. L'idée, c'est de pouvoir couvrir les frais et qu'en plus, vous puissiez vous faire plaisir. C'est peut-être un système que je développerai pour financer du Duic aussi, pourquoi pas. Ça permet de pas faire du crowdfunding tout le temps. Je ne sais pas, c'est à réfléchir, parce que je trouve ça plus sympa de financer un outil en ayant un t-shirt en échange, pourquoi pas, je trouve ça rigolo. La doc utilisateur, elle est là. Si vous la voulez sur papier, moi je l'ai faite juste parce que je trouve ça vachement plus pratique d'avoir un papier où je peux écrire, je peux déchirer, je peux corner les pages, je peux faire tout ce que je veux. Quand j'en ai ras-le-bol de Duic, je prends mon briquet, je le brûle. C'est quand même plus sympa. C'est difficile de brûler un PDF en fait. J'ai essayé, mais ça m'a coûté très cher. Et du coup, la doc, elle est dispo sur papier, éditée proprement. Mais quoi qu'il arrive, cette doc, elle est sous licence Creative Commons, qui est un petit peu le pendant de la licence libre pour le logiciel. C'est un petit peu le Creative Commons, c'est la même chose pour les œuvres artistiques, les écrits et tout ça, donc c'était parfait pour la doc. Ça veut dire quoi ? C'est les mêmes libertés, ça veut dire qu'elle est dispo gratuitement en PDF sur le site, que vous avez le droit de l'éditer si vous voulez. Si vous trouvez un moyen de la faire moins cher, faites-le. Et dites-moi comment vous avez fait, ça m'intéresse. Et puis voilà, vous pouvez vous prendre le PDF, l'imprimer, vous pouvez en acheter une et la photocopier, vous faites ce que vous voulez avec, je m'en fiche. La version papier, c'est pour ceux qui veulent. Voilà. Il n'y a plus de diapo. C'est bon, on est au bout. Ah, un avion. Bon, après, il faut apprendre à lancer.